Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 4. Les placeurs. À Paris, où tant de prostituées battent les rues et les boulevards, les heureuses patronnes des maisons de tolérance et de rendez-vous recrutent aisément leur personnel. Les filles se présentent d'elles-mêmes, comme des ouvrières s'embauchent à l'usine. L'offre répond aussitôt à la demande. Bien des femmes désireuses de se vendre redoutent la rue et ses dangers. La carte que leur donne une administration soucieuse de l'hygiène publique n'est pas un brevet ni un coupe-fil. Elle ne leur permet pas de dire aux agents des mœurs « Laissez-nous passer, nous exerçons notre métier ». Elle constate simplement leur servitude. Il faut qu'elles payent souvent leur tribut à Saint-Lazare. Si le frère de Marthe et de Marie ressuscitait une seconde fois, peut-être reprocherait-il aux hommes d'avoir donné son nom à la sombre geôle du faubourg Saint-Denis où, sans jugement, sont emprisonnées les sœurs de celle qui lava les pieds de Jésus. Je vis un matin une fille, jeune et assez jolie, que j'avais connue aux Halles, sortir de cette prison. Dans la rue, elle respira longuement, avec une sorte d'avidité, puis, se retournant, contempla, les yeux pleins de rage, les lépreuses murailles. Quelques affiches étaient placardées sur le portail. Les unes annonçaient une adjudication de bois de charbon pour la prison de Fresnes-les-Rungis. Les autres que les legs de M. Charles-Paul-Auguste Bresson, en son vivant chef de bureau honoraire à la préfecture de Seine, seraient prochainement destinés à une jeune fille pauvre et honnête, très honorablement connue par ses excellentes qualités familiales. La fille ricana. « Mon amant sera bien chauffé cet hiver, mais c'est-il nous autres qui vont concourir pour le prix de vertu ?»« Tu viens de faire 3 jours ?» lui demandai-je. « Oui, et j'en ai marre. Lundi, je suis emballé. Je sors mercredi. Je me disais, j'ai mon condé, je vais pouvoir turbiner tranquillement. Penses-tu? Jeudi soir, double maître et Noiro m'accostent. On t'emmène, qui me disent. Voyons, messieurs, que je leur fais. Je suis sorti mercredi, laissez-moi. Ils n'ont rien voulu entendre. J'ai été bonne pour le panier à salade. Vrai, j'en ai ma claque. J'ai une copine en maison, au Rosier. Je vais la retrouver demain. Aussi, les plus sordides maisons ne seront jamais dépourvues de femmes. Boulevard Auguste Blanqui, au Grand Neuf, le musicien aveugle pourra, 10 ans, 20 ans encore, frapper de ses doigts de squelette les touches ébréchées de son piano. 10 ou 12 filles, chaque nuit, lasses de danser, de boire et de prêter leur corps, nourront les mélodies de l'aveugle en bouquets de fleurs champêtres, les regarderont couler en étoiles de sang et de feu dans la fumée des pipes, plus denses et plus âcres qu'un brouillard sur le fleuve, ou, à leur rythme, abandonneront leur cœur comme des berceaux. Et le boulevard de la Chapelle, avenue Lovendal, rue des Rosiers, dans tous les bouges où les lits recouverts de toiles cirées reçoivent pour un instant les corps abattus, les femmes viendront toujours chercher un refuge contre le vent, la pluie et les agents des mœurs. Les plus jolies, les plus jeunes, prendront leur service dans des demeures plus luxueuses, et rue de l'Arcade, rue du Bois de Boulogne ou au Chabanais, dans les salons honorés des visites princières, comme dans les maisons closes des boulevards extérieurs où, à 2 heures du matin, les pianos mécaniques mènent une danse macabre, une patronne n'aura jamais besoin de faire un seul pas, une seule démarche pour approvisionner son étal. Mais dans les villes de province, les filles viennent bien rarement frapper aux portes des maisons closes. Pour se ravitailler, les patrons doivent s'adresser à des intermédiaires cantonnés à Bordeaux, à Marseille et surtout à Paris. Là sont les marchés aux femmes. Le courtier qui établit la liaison entre les prostituées des grands centres et les maisons publiques a pris le titre de placeur. Et ce mot, lui aussi, est une assez jolie trouvaille. Il vous a un petit air commercial des plus séduisants. Il évoque des barriques de vin, des caisses de pruneaux, des soieries, des lainages, tout un trafic honnête exercé au grand jour entre négociants patentés. Le placeur est le sergent recruteur des maisons de société. Il vend aux filles la bonne tôle de Montargis ou d'Épernay. Peu de frais, dit-il. La clientèle est généreuse, les patrons sont braves. Tu es marié? Si la fille répond oui, eh bien ton homme n'aura pas à se plaindre, tu pourras lui envoyer 3 livres par semaine. Et quand elle répond qu'elle n'a pas d'amant, alors tu pourras te la couler douce et mettre du pèse à gauche. À Paris, plus de 60 placeurs exercent leur trafic. On les trouve surtout aux alentours de la porte Saint-Martin et de la porte Saint-Denis. Les autres sont éparpillés, à la République, à la Bastille, près de la gare de l'Est et à Montmartre. Dans les petits bars fréquentés par les hommes et les femmes du milieu, ils tiennent la placarde. Leurs bureaux sont sommaires, un registre, l'indicateur des chemins de fer et le téléphone. La table de travail, c'est le zinc poisseux en fer à cheval. Un placeur fait la fortune du petit bar qu'il a élu. Tel estaminet désert, assoupi, s'anime de va-et-vient d'une clientèle pittoresque et toujours assoiffée, dès qu'un de ses hommes d'affaires s'y installe. Aussi le mastroquet témoigne à son égard d'une estime et d'une considération profonde. La police connaît tous les placeurs. Elle les tolère aujourd'hui après leur avoir causé jadis bien des tracas. Il y a quelques années, ces messieurs étaient arrêtés comme de vulgaires souteneurs, et leur prestige en souffrait durement. Faubourg Saint-Martin, au Cyrano, chez Ladira et dans les petits restaurants du passage de l'Industrie, une nouvelle sinistre courait.
Tous les placeurs ont été faits ce matin. On les a cueillis dans leurs hôtels au petit jour. » Des discussions s'engageaient. « C'est pour la frime, on les reverra demain. Ils sont bons, les placeurs se mouillent comme nous autres. » Mais un chevronné, fort de l'autorité que lui conféraient ses multiples condamnations, imposait le silence aux bavards. « Je connais le code, moi. Me semble que j'ai payé pour. Les placeurs, on ne peut les arrêter que s'ils sont en défaut sur l'article 334, pour un faux poids ou des menaces et violences. S'ils ne placent que des filles majeures et consentantes, ils sont en règle. C'est une affaire entendue. Mais vous savez que la police en prend à son aise avec nous. Elle nous fait tomber quand ça lui plaît. Aux placeurs, on dira « Vos moyens d'existence ? Où travaillez-vous ?» Un petit rapport constatera qu'ils tirent leurs ressources de la prostitution. Il paraît clair, mais la police a renoncé à poursuivre sa lutte contre les placeurs. Elle a en quelque sorte reconnu leur existence légale, en les invitant à tenir soigneusement à jour de véritables registres de commerce, sur lesquels elle a un droit de regard. Je recopie la page d'un de ces registres, en me bornant à supprimer les noms de famille des filles placées. P. Marie-Louise, née le 3 septembre 1900 au Puy, partie le 2 avril 1926, 52 rue Poincaré, à Bruyères, dans les Vosges. Angèle R, née le 4 août 1895 à Amboise, partie le 2 avril 1926, au 1 rue des Boucheries, à Brive-la-Gaillarde. Fernande Marie-François D, née le 18 juin 1898, partie le 2 avril 1926 à destination du 3 Venelle-Pavé, à Caen. Les inspecteurs de la police judiciaire et de la sûreté générale puisent dans ces registres de précieuses indications que les placeurs peuvent compléter de vive voix. Je ne dirais pas qu'ils sont les auxiliaires de la police, mais ils ont intérêt à les servir. Qu'on les convoque rue des Saussets ou quai des Orfèvres, ils accourent, empressés, déférents. Peut-être devancent-ils parfois l'appel. Certes, les placeurs qui sont en relation constante avec la pègre proclament leur indépendance. Eux-mêmes ne sont-ils pas des hommes du milieu? Leurs femmes ne travaillent-elles pas en maison ou sur le trottoir? Presque tous exhibent avec un légitime orgueil un casier judiciaire orné de diverses condamnations. Mais quand un policier interroge un placeur à brûle-pourpoint, « Hier, tu as envoyé une femme à Beauvais. Nous recherchons son homme. Où se planque-t-il » L'interpellé, s'il veut continuer d'exercer en paix son métier, doit vider le fond de son sac. Il dit où il a rencontré la femme, donne l'adresse de l'hôtel où elle couchait et ajoute « Son homme, un grand blond, Fernand. On peut le rencontrer tous les soirs à Barbès. » Et le placeur s'en va, un peu humilié dans sa dignité d'homme. Il ne se considère pas comme un indicateur, il ne porte pas le chapeau, comme on dit dans l'argot du milieu, mais il a rencardé les poulets. Après quelques interrogatoires de ce genre, il ne s'émeut plus. Un pacte secret le lie aux agents de l'autorité publique. Le plus célèbre des placeurs, Mimile D, tint longtemps ses assises au Café des Postes, place Clichy. Il était la providence des plus humbles villes de garnison comme des plus altiers chefs-lieux. De Lille, de Tours, d'Orléans, de Rennes et de Saint-Dié, de Coutances et de Cherbourg, de Toulouse et même de Marseille, on venait lui demander aide et assistance. Il se vantait de connaître tous les tauliers de France et, du premier coup d'œil, démasquait les néophytes. « Macquarel !» disait-il à un gros homme au visage rubicond qui, pour la première fois, entrait au Café des Postes. « Je parie que tu viens de Toulouse. T'es le successeur de Jean de la rue du Canal. »« Il est sorcier !» s'exclamait le gros homme. « Oui, c'est moi, Georges le Chalupe, le nouveau patron de la Lune. » Mais un jour, un Breton, en costume de son pays, grand chapeau noir à long ruban, petite veste et gilet de velours à boutons dorés, poussa à la porte du café. « Visez le terreux !» ricana Mimile. « Il va demander une bolée de cidre. » Pour une fois, il s'était trompé. Le Breton, frappant de son bâton de cornouiller l'épaule du placeur, proclamait « Le terreux, c'est Verne, patron des 2 et 4 à Quimper, rue Penarstang. Et il me faut 3 femmes pour demain, mon gars. » Mais Mimile montra trop d'orgueil. Il croyait qu'on ne pouvait se passer de ses services, rabrouait les patrons, se gaussait d'eux. Son entreprise périclita. De modestes placeurs lui ravirent l'un après l'autre tous ses clients. Le Café des Postes devint semblable à un estaminet de province. De vieux rentiers vinrent y faire leur manille, et Mimile, seul à sa table, roi déchu, se morfondait. L'an dernier, le Café des Postes a été fermé. Son nom, qui fut glorieux, sombrera bientôt dans l'oubli. Seuls quelques patrons de province disent encore « Du temps qu'on allait au poste pour la remonte ». Mimile, qui avait quelques rentes, s'est acheté une villa. Il cultive son petit jardin. Près de la porte Saint-Denis, je connais un placeur surnommé par antiphrase Anatole la Lumière, parce qu'il est presque aveugle. L'éternel crépuscule dans lequel, presque mécaniquement, il accomplit les gestes de son métier, adoucit un peu de mélancolie ses mœurs, qui furent rudes. « Ça m'est venu tout d'un coup, dit-il. Un matin, je me suis réveillé dans l'ombre. Je sais d'où ça vient. Mon vieux Nassi. » Courageusement, il a poursuivi sa tâche. Quand une femme venait le demander au bar, il s'approchait tout près d'elle, lui palpait, de ses doigts alourdis de serpents d'or et de camées modernes, la poitrine, les hanches, la figure. « Je ne te connais pas encore, toi. T'es une belle fille, assez grosse. Brune, n'est-ce pas? Blonde. Tu feras bien l'affaire de Joseph.
Veux-tu partir ce soir pour Clermont-Ferrand? Tu entreras dans la plus belle tôle de la ville, au Palais de Cristal. » Quand la fille consentait, « T'as des faf? Passe-moi un bulletin de naissance. Patron, vérifiez s'il vous plaît. » Le mastroquet lentement épelait « Né le 12 avril 1899 à Montlouis, Indre-et-Loire. »« Bien, » approuvait Anatole. « Elle a le poids. Prends un verre, la môme, et va faire ta valise. » Mais plusieurs fois, Anatole envoyait en province des filles vieilles et hideuses qu'il avait vues presque jolies à travers le brouillard qui voilait ses yeux. Les patrons refusaient ces lamentables épaves, et le placeur cherchait querelle au mastroquet. « T'aurais pas pu me prévenir, pocheté !» L'autre, enflammé de colère, ses joues aussi rouges que le petit Bordeaux, orgueil de la maison, répliquait « Dis donc, c'est pas mon métier. Si tu ne vois pas plus clair, prends un commis. V'là 3 clients que tu perds. Moi je te préviens, je vais finir par te dire d'aller tenir la placarde ailleurs. Je veux un homme qui fasse marcher mon commerce. » Anatole Lalumière écouta ces sages conseils. Il choisit pour associé Milo Lajava, jeune et beau danseur toujours paré de chemises roses et de bottines vernies à tiges claires. Sur le boulevard Saint-Denis, dans un petit café, Henri le Satyre, un vieux de la vieille, officie encore. Il n'a ni commis ni associé, mais sa femme, ancienne beauté qui méprise la mode et s'enorgueillit d'un haut peigne d'écailles rouges planté comme une herse dans la brousse d'un chignon oxygéné, le seconde habilement. Henri le Satyre est poète. Parfois, quand il a en face de lui un connaisseur, il extrait d'un portefeuille vétuste des papiers jaunis, qu'il déplie avec des soins précieux. Puis il assujettit sur son nez un binocle provincial à monture de fer, et tous pour éclaircir une voix que les apéritifs et les liqueurs de fantaisie ont enrouée. « Toi, t'es un homme intelligent. Je vais te lire les vers que j'ai composés à Fresnes. » Et il déclame, brandissant une feuille de papier écolier maculée, trouée et frangée comme un vieux drapeau. « À une hirondelle de prison. Pourquoi faire ton nid, ma gentille hirondelle? De ce maudit lieu, fuis vite, à tire d'aile. Non, reste, ma jolie, viens après le prisonnier, qu'un doux babillage puisse lui faire oublier ses ennuis, ses chagrins, tout ce qui lui fait sa peine, malgré que tu ne peux, hélas, briser sa chaîne. » Il commente. « J'ai écrit ça la fois où que j'ai été fait pour détournement de mineurs. J'avais composé aussi un autre poème, mais je l'ai donné au curé qui ne me l'a pas rendu. Pour moi, il me l'aura tortillé pour le faire paraître sous sa signature dans un journal. Pas franc, ces mecs-là. » Une petite femme timide, au visage délicat, est venue s'asseoir près de Madame Henri, et celle-ci interpelle son homme. « Dis donc, c'est la petite d'hier soir, elle est décidée à partir. On l'envoie à Loudun chez Madame Désirée ?» Henri le Satyre abandonne son poème, enveloppe la fille d'un long regard expert, la jauge. « Madame Désirée, dit-il, demande une gravosse. Celle-ci est un peu chétive. On va l'expédier au Lilas, chez Rennes, à longue vie. » Et il reprend. « Abandonné de tous, je n'ai que ma douleur. Car l'on n'a plus d'amis, étant dans le malheur. » « À quelle heure le train ?» interroge Madame Henri. « À 15h35, on a le temps. Et mon poème sur la liberté, écoutez ça, monsieur. Ah, chimère des chimères, mots vains, égalité, rechercher des humains. Ô liberté, dompte la tyrannie. Être libre, c'est si bon dans la vie. » Mais Madame s'impatiente. Assez de bêtises, prends ton registre. Henri le Satyre, humilié dans son orgueil de poète, grince des dents. Des bêtises. Elle ne sait pas que je suis un type dans le genre de Verlaine, moi. Ses plus beaux poèmes, il les a écrits pendant 2 piges de tôle. Moi aussi, la prison m'inspirait. Mais voilà, je ne suis pas édité. Il prend son registre. Note avec soin, d'une belle écriture de Sergent Fourier, son opération commerciale. Puis débarrassé de cette banale besogne, il revient à ses muses. « Et le poème que j'ai dédié à ma bonne tante, c'est l'un de mes plus chouettes, monsieur. De ma tante chérie, j'admire la bonté, sa grande tendresse, remplie d'humanité. Hélas, je fus cause parfois de sa tristesse, sanglots étreignez-moi, devant tant de détresse. » Et pendant qu'il déclame ces nobles stances, Madame Henri murmure à l'oreille de la fille qui va partir pour longue vie. C'est au 9 de la rue du Vieux-Château, une bonne maison d'estaminet. Souvent, près de la porte Saint-Martin, j'ai rendu visite à Polo l'avocat, dont le beau langage séduit les filles naïves et conquiert les patrons de province au parler rude et disgracieux. Un phonographe au pavillon de cuir rutilant, un appareil à sous sur le cadran duquel sont peintes de sombres chouettes aux yeux d'or et une glace que les diamants des hommes du milieu ont rayée d'inscriptions féroces et sentimentales composent le décor familier de son petit bar. Devant moi, il décachetait son courrier et à mi-voix lisait ses lettres. Un jour, je le trouvais soucieux. Il m'expliqua « Encore une tuile. J'avais envoyé une sœur à Montdidier pour le pavillon bleu de la rue des Postes, mais Pétrus, le taulier, m'a écrit que le médecin l'a refusé. Il réclame un autre colis. » Les longues flèches blanches d'une pluie de grésil crépitaient sur les vitres du petit bar. « Heureusement, voici l'hiver. Les gonzesses vont rappliquer dans les tôles. Le commerce reprendra. Tu es satisfait des affaires ? En ce moment, ça ne boome pas fort. Nous touchons 300 francs par colis, 150 balles à la livraison et le reste 15 jours plus tard. Mais les femmes ont une mauvaise mentalité. Pour un oui ou pour un non, elles quittent la cabane, à peine arrivées. Tiens, regarde plutôt.
Il ouvrit son agenda. Le mois dernier, j'ai placé 18 sœurs. Et régulièrement, à 3 livres par femme, ça devrait me faire 5400. Mais il y en a 8 qui se sont tirés avant d'avoir fait les 15 jours. Il faut que je les remplace. Il reste donc 3 sacs. De cette somme, il faut défalquer tous mes frais. D'abord, j'ai un commis que je nourris et à qui je donne 3 thunes par jour. Tu dois comprendre que je ne peux pas être à la fois au four et au moulin. C'est lui qui mène les gonzesses à la gare, répond pour moi au téléphone et reçoit les patrons en remonte quand je suis absent. Parce que tous mes collègues ont un associé. Moi, je préfère un commis, car je prétends garder la direction de mes affaires. Et puis, il y a la dèche. Pour trouver des femmes, il faut payer à boire partout, faire le grand seigneur, ne pas regarder à offrir un déjeuner ou un dîner à une sœur qui hésite, et même à son homme, quand on a peur qu'il mette l'embargo sur le colis. Tu vois d'ici le bénéfice. Il se gratta le front. Je vais élever mes prix. Désormais, ce sera 4 livres par femme et 5 livres pour une négresse, car cet article devient rare. Une fille entra, blême, trempée de pluie. Elle tenait une valise à la main. Elle nous salua poliment et dit au placeur : « Vous voyez, monsieur Polo, que je suis exact. C'est très bien. Tu as tes faf ?» De son corsage, elle sortit un bulletin d'état civil jauni, écorné. Polo le consulta. 32 mai 1894, oh, ça te fait 32 piges. Eh ben, ma gosse, je vais t'envoyer à Montdidier au lieu de Charleville, comme je t'avais dit. La fille haussa les épaules. Charleville, Montdidier, moi je m'en balance, je n'ai pas d'homme, je vais où je veux. Toi, dit Polo, t'es une gagneuse, tu dois mettre des sous à gauche. Vous savez, en maison, il y a des frais, et puis j'ai 2 gosses, ils sont à la campagne en nourrice, et je vais les voir 2 fois par an. Je respecte tes sentiments, répondit avec gravité le placeur qui nota sur son registre, parti pour Montdidier le 13 avril 1926. Puis il feuilleta l'indicateur des chemins de fer. T'as un train à 12h22. Mon commis va te déposer à la gare en taxi, mais tu mangeras un morceau avant de partir. Il conduisit la fille dans une petite salle séparée du débit par une cloison à claire-voie, puis revint au comptoir. Voilà une affaire réglée, Pétrus sera content. Je lui remplace dans les 24 heures le colis avarié. Naturellement, je vais lui compter en plus le billet pour Montdidier, le taxi et le casse-croûte de la môme. Ces frais-là incombent au taulier. La remonte doit coûter cher au patron. Oui, dans certaines maisons de province, 50 à 60 femmes défilent en un an. Mais rassure-toi, ils ont vite fait de regagner leur pèse. S'ils veulent se passer de nous, ils restent à Paris des 8 ou 15 jours avant d'embaucher une femme. Alors ils reviennent nous voir. Je ne connais que 2 réfractaires. La mère Maria de Dijon et un taulier d'Alger. La mère Maria, tu la vois rôder sur les boulevards en quête d'une petite femme novice. Quand elle en a trouvé une, elle l'emmène au restaurant, lui paye un repas fin. Et au dessert, cette vieille sorcière raconte ses boniments. « Viens chez moi, tu gagneras de l'argent gros comme toi. » Quand la môme hésite, elle entr'ouvre un cabas de marchande à la toilette, qu'elle ne quitte jamais. Et sur la nappe, elle étale 5, 6, 7 livrets de caisse d'épargne. Tiens, toutes mes femmes font des économies. Regarde si je te mens. La Margot est entrée dans ma maison le 3 février. Le 15, elle plaçait 300 francs. Et patati, patata. 9 fois sur 10, ça réussit. La mère Maria emballe la môme. Le taulier d'Alger, lui, c'est une autre combine. Il est en cheville avec les agents des mœurs. Ces messieurs viennent le trouver. On nous signale que 3 filles publiques expulsées de Marseille se sont embarquées sur le Jean Bart qui doit entrer au port à midi. Alors le patron s'habille en milord. Il attelle 2 chevaux à un mail coach. Oui mon pote, un mail coach. Une guimbarde, comme on en voit à la journée des dragues. C'est lui qui tient les guides, et sur la plus haute banquette sont juchés 2 marlous, coiffés de chapeaux de cuir bouilli, comme des larbins de château. On s'arrête sur le port. Quand les filles débarquent, les agents des mœurs les accostent et font peur. Ils leur disent qu'elles ne pourront pas exercer leur métier en ville, mais qu'on les laissera tranquilles si elles entrent en maison. Et là-dessus, ils font semblant d'apercevoir le patron. « Tiens, v'là justement monsieur Georges, allez donc le trouver de notre part. » Les filles s'approchent, elles sont éblouies de voir un si bel attelage. « Montez donc !» fait aimablement monsieur Georges. Elle s'installe à côté des 2 marlous déguisés en domestiques et le taulier emporte son butin. D'autres fois, Polo l'avocat m'entretenait des désagréments et des risques de son métier. Les patrons ne sont pas toujours des bons payeurs. Avec eux, on est souvent en litige. Quand une femme part de chez eux le 16e jour, ils font des simagrées pour nous régler. Mais quand c'est la renversée, car il leur arrive de garder des sœurs 1, 2, 3 ans, et même plus, ils ne songent pas à nous faire un cadeau. J'en connais guère que 2 ou 3 qui soient réguliers. Tiens, hier j'ai reçu la visite d'un taulier de Bourges. Il m'a glissé un billet de 100 balles dans la main en me disant « C'est pour la Fernande que tu m'as donnée il y a 6 mois. Et tout le temps qu'elle restera chez moi, je te donnerai comme ça un petit bouquet, 3 ou 4 fois par an. » Un jour, je trouvai Polo en compagnie d'un patron du Havre. Celui-ci me parut avoir pleinement conscience des devoirs que lui imposait sa charge, et aussi du prestige qu'elle lui conférait. Avec autorité, il prononçait des paroles mesurées et prudentes. Sa dignité avait quelque chose de notarial. « 2 de vos collègues, disait-il à Polo, viennent d'être condamnés pour faux poids. Malheureusement, une patronne d'Orléans s'est retrouvée compromise dans cette affaire. »« Elle était aussi fautive que mes collègues, répliqua Polo. Voilà l'histoire. Une môme de 19 piges était venue demander de l'embauche à François et à Jean, 2 placeurs associés du Faubourg Saint-Denis. Elle leur avait présenté un bulletin de naissance qu'elle avait volé à une copine. Là-dessus arrive la taulière du 2 de la rue des Juifs à Orléans,
qui a l'habitude de faire sa remonte elle-même, laissant son homme à la maison. La môme lui plaît. Pour l'emmener, elle verse les 150 balles au placeur. Mais voilà qu'un homme entre comme un fou dans le bar en criant « Elle est mineure, elle a des faux faf !» La petite, qui est une vicieuse, se défendait. « Oh, ne l'écoutez pas, c'est un jaloux, monsieur est un barbe que je viens de plaquer !» La taulière est partie avec la gosse, mais l'homme a été au cri. Il a tout raconté à la police. 3 jours après, la patronne et les 2 placeurs étaient encristés. Bilan, 13 mois de prison et 50 trics. « Que voulez-vous » répondit le patron du Havre. « Puisqu'on les avait prévenus, ils ne pouvaient plus prétendre qu'ils étaient de bonne foi. La loi est la loi. » Moi, affirmait Polo l'avocat, je suis prudent. Je ne m'adresse qu'à des professionnels et je vérifie soigneusement leurs papiers. Mais parfois, je suis doublé. L'autre jour, j'ai failli tomber pour faux poids. J'avais envoyé à Tours une môme de 20 ans. On me convoque au quart. « Votre profession ?» me demande le commissaire. Je réponds bravement « Marchand de viande. »« Autorisé ?»« Ah oui, monsieur le commissaire, autorisé. » Et je lui explique mon affaire. La môme avait si bien maquillé son bulletin que j'ai vu que du bleu. Le commissaire a été très poli, m'a presque fait ses excuses pour m'avoir dérangé. Mais je garde rancune à l'homme qui m'a amené cette môme. Il a eu beau me jurer qu'il la croyait majeure, je lui ai répondu « Tu mens, tu dois savoir son âge à 1 mois près puisque c'est ta frangine. » Une nuit de mai, je rencontrai Polo l'avocat aux Halles. « Il me faut une sœur, me dit-il. Mon meilleur client, Amédée de Nantes, arrive demain, on remonte. J'ai fait tous les musettes de la rue de Lappe, j'ai été à la Bolée, rue de l'Hirondelle. Partout, je n'ai rencontré que des mousingues qui ne font pas le poids. » Rue des Lombards, la petite Marthe et l'Alsacienne appelèrent Polo. « T'es en chasse ?»« Oui. Vous ne connaîtriez pas une paumée qui voudrait partir pour Nantes ? Vois donc l'Algérienne, elle guette sur le coin. » Le coin, c'est une sorte de jetée à l'angle de la rue sombre et du boulevard lumineux. Un promontoire d'où l'on peut distinguer tous les dangers du large. L'agent demeurant ronde, l'inquiétant souteneur. L'Algérienne aux cheveux crépus accepta d'emblée les offres de Polo. « J'en ai marre de Paname. On va boire un coup rue de la Grande Truanderie. » Mais l'Alsacienne et la petite Marthe, tapis dans l'ombre, nous criaient « 22, c'est plein de bourres cette nuit. Pas qu'il y a des députés et des sénateurs qui visitent les pavillons, on rafle les mendigos et les putains. » Polo hésitait. Mais comme nous arrivions rue Saint-Denis, une galopade sonna sur les pavés. Des hommes et des femmes pourchassés s'enfuyaient. Un camion automobile s'arrêtait à quelques mètres de nous et une douzaine d'agents sautaient sur les trottoirs. « Haut les mains !» Quand on eut constaté que nous n'avions pas d'armes, « Vos papiers !» Nous étions en règle, mais l'Algérienne exhibait la carte rose des filles syphilitiques. « Tu racoles, toi ?»« Non, messieurs, je suis avec des amis. »« C'est vrai, » dit Polo. « Madame a passé la soirée avec nous. » Un inspecteur haussait les épaules. « Le 2 hommes passés, la femme on la garde. » 2 minutes plus tard, dans le bouge que les filles appellent la truande, nous buvions des kirsch de fantaisie. Polo était là, c'est triste. Encore une nuit de perdue. Et Georgette qui sort à 2h du matin des Rosiers va me faire une scène, croyant que j'ai fait la noce. Cette femme-là n'a jamais rien compris à mon travail. Il se redressa. Encore un effort. Allons jusqu'au grand comptoir. Prudemment, les filles qui avaient échappé à la rafle sortaient des couloirs des hôtels. L'une d'elles nous emmena boire dans une cour étroite à ciel ouvert. Une petite glace aux charmantes moulures de style Louis XVI était accrochée au-dessus d'une planche fixée au mur par des crampons de fer et qui tenait lieu de comptoir. Un visiteur nocturne avait déjà entaillé de la pointe d'un canif le cadre du miroir. Et j'eus, comme cet amateur d'art, la déception de découvrir sous les peintures écaillées un plâtre moderne et sans valeur. Humide comme un puits, la cour enserrée entre 2 hautes murailles était éclairée seulement par une vitre que rougissait la lampe à gaz du bureau de l'hôtel, et nos visages se reflétaient dans la glace comme dans une eau crépusculaire. La fille, un peu ivre, nous disait « Moi, aller en maison ? Ah non, pour sûr, moi j'ai l'air fatal, je veux faire du cinéma. » Puis, nous montrant une échelle de meunier au fond de la cour, « C'est par là que je fais monter mes clients, mais faut vous en aller, parce que les michetons, quand ils voient du monde, ils osent pas rentrer. » Après cette halte, nous reprîmes notre route. Les filles rassurées tournaient dans les rues, et Polo en vit une qui se glissait le long des murs à pas menus. « Psst, la gosse !» Elle filait, sans tourner la tête. Le placeur en 2 enjambées la rejoignit. « Ah, pas peur, on n'est pas des bourgs. » Puis, poliment, « Mademoiselle, on vous offre un verre. » Au grand comptoir, dans l'éclat des lampes électriques, je vis la figure délicate de la fille, ses yeux cernés. Polo faisait la moue, la jugeant trop jeune. « Quel âge t'as ? » « 21 ans sonnés. » Il respira. « Bien vrai ? T'as tes papiers ? » « Oui, j'ai mon acte de naissance, » répondit-elle un peu intimidée par ces questions. « Et qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci dans les rues ? T'as pas de chambre, n'est-ce pas ? T'es de la cloche. » Elle baissa la tête. « Oui, monsieur. » Alors Polo mit beaucoup de douceur dans sa voix. « T'es en carte ? » ?»« Non, c'est la 2e fois seulement que je sors. Je suis couturière. Je dois vous dire la vérité, je ne travaille pas beaucoup. J'avais un ami du quartier latin, il m'a quitté. J'ai eu du chagrin et puis... »« Je comprends, » faisait Polo. « C'est tes débuts. Mais, ma pauvre petite, tu vas te faire emballer. Tu iras à Saint-Lazare demain ou après-demain, on te mettra en carte et toutes les semaines, tu coucheras au dépôt de la préfecture. » Il posa sa main large et dure sur l'épaule frêle de la fille. « Écoute-moi,
Faut pas rester à Paris. Tu vas partir demain à Nantes. Tu entreras dans la plus belle tôle de la ville, à la Girondine. Là, tu gagneras ton argent tout à la douce, et tu pourras, à ton choix, aimer un homme ou faire des économies. C'est dit? Je vais te faire manger et t'emmener à l'hôtel. » Elle avait faim et sommeil. « Si vous voulez, » dit-elle. Quand elle eut mangé, Polo l'avocat la conduisit rue Saint-Denis, dans un hôtel où il était connu, et, avant de la quitter, « Ta chambre, je ne la paierai que demain matin. Si tu veux partir, on t'arrêtera. » J'ai dit oui, vous pouvez avoir confiance en moi. Alors il lui plaqua un baiser sur les lèvres. « T'as de la veine, tu peux le dire, de me rencontrer. Je resterai bien avec toi, mais j'ai une femme jalouse. J'irai te chercher demain à 11h pour te présenter au patron de la Girondine. Dors bien, nous aussi on va se coucher. » L'aube effaçait les étoiles, et le vent du matin, comme une eau fraîche, baignait nos visages meurtris par une nuit de veille. Les dernières prostituées s'attardaient au coin des rues. Une fille, le torse moulé dans un chandail de laine blanche, un foulard rouge autour du cou, les hanches ceintes d'un tablier plissé, s'érigeait sur la marche d'un autel borgne, comme une déesse, sculptée à la proue d'un navire. Je ne saurais terminer ce chapitre sans saluer la placeuse, l'unique placeuse de Paris, Madame L., domiciliée rue du Château d'Eau, près de la caserne des pompiers. Retirée de la galanterie à l'âge canonique, cette estimable personne constata, non sans amertume, que ses modestes rentes ne lui permettaient pas d'acheter une villa au bord de l'Oise ou de la Marne. Il lui fallait choisir une autre carrière. Elle aurait pu devenir pythonisse ou gouvernante d'un vieux monsieur. Elle préféra mettre ses connaissances au service d'une profession qui n'était plus la sienne, mais qu'elle savait pratiquer avec goût. À 300 ou 400 patrons de maisons closes, elle envoya sa carte de visite timbrée d'une renommée embouchant une trompette. Cette allégorie mythologique suscita la curiosité de M. Joseph, sultan du palais de cristal de Clermont-Ferrand. De passage à Paris, il vint rendre visite à Madame L. Elle l'accueillit dans un salon bourgeois et lui dit « Je connais beaucoup de femmes qui s'amusent. Elles ont confiance en moi et m'écoutent volontiers. C'est vous dire que vous pourrez rencontrer ici de jolies filles dignes de parer votre palais. » M. Joseph, flatté, s'inclina. « Ça se trouve bien. J'ai justement besoin d'une brunette et d'une blonde un peu forte. Revenez ce soir, vous serez satisfait. » Sur le seuil de la porte, Madame L. ajouta « Mon tarif sera celui des placeurs, mais chez moi vous serez mieux servi. Et puis, songez, mon brave monsieur, que vous éviterez toutes les dépenses que vous faites dans les bars. » Madame L. a aujourd'hui une jolie clientèle, mais que de tragiques rencontres dans son petit salon tendu de velours et de peluche, devant la bergère et le berger qui s'embrassent comme deux colombes au-dessus d'un cadran d'émail fleuri de petites roses. Un lundi, le patron de la Souris Blanche de Rambouillet arriva, encore tout fumant de colère, chez Madame L. 3 de ses femmes au petit matin s'étaient évadées. Il ne lui restait plus qu'une pauvre boiteuse. « La mère L, se disait-il, va me tirer d'affaire. » Mais en entrant dans le petit salon, que voit-il? Les 3 transfuges qui se prélassent sur un canapé. Elles sont venues demander à Madame L de les placer dans une autre maison, où leur travail sera mieux rémunéré. Monsieur Georges Tempête brandit son gourdin, et il prend Madame L pour arbitre. Elles ont encaissé les bonnes recettes du samedi et du dimanche et sont parties sans payer leurs dettes. Les députés ont fait une loi pour protéger ces voleuses, mais je les tiens quand même. Elles m'ont emporté 3 pyjamas et n'ont pas passé la visite réglementaire. Je vais les faire emballer, est-ce juste? Les filles glapissent. Madame L, douce heureuse, maintient la balance égale entre les adversaires. Elle veut, sans perdre la clientèle du patron, se concilier les filles qui lui feront gagner de l'argent. Elle joint les mains et d'une voix pateline adjure M. Georges de se calmer. Oui, elles ont bien mal agi, mais vous savez, ces petites filles ne raisonnent pas, et puis à leur âge, on a l'humeur vagabonde. Elles vont vous les rendre, vos pyjamas, c'est mignonne. Et dans 1 mois ou 2, vous verrez qu'elles reviendront à la Souris Blanche. En attendant, Monsieur Georges, je vais m'occuper de vous trouver de jolis lots. Les placeurs feignent de dédaigner cette rivale, mais leur rancune perce dans leurs paroles méprisantes. La police, déclare Polo l'avocat, ne devrait pas tolérer une placière. À Marseille, 4 placeuses font une dure concurrence à leurs collègues du sexe fort. Léa, Céline, la Nègre et la Garcin sont les correspondantes attitrées des maisons de Provence et du Languedoc. La Garcin fournit également la Tunisie et le Sénégal. On voit souvent sur le port, entourée de filles fardées, cette vieille femme au bonnet de dentelle noire. Elle renifle une prise de tabac et, montrant d'un doigt jauni les pavillons qui, au fait des mâts, claquent à tous les souffles de l'aventure. « Mes petites, pour gagner de l'argent, il n'y a de vrai que les colonies. Si vous voulez partir, je vous envoie à Saint-Arnaud, dans le département de Constantine, chez Saïdi Aïcha Ben Mohamed. »« Pouah, fait une fille, une maison pour Bicot. J'ai encore un l'as de pique, Bizerte, chez Rose Cardanti. » Louis le Rouquin, taulier déchu de Port-de-Bouc, aujourd'hui réduit au métier de placeur, serre les poings quand il rencontre dans un bar la Garcin. « Vieille taupe, lui dit-il, tu cherches à me soulever mes clients de Bilda et de Mostaganem. Tu travailles à prix réduit, on devrait te mettre en quarantaine. »
Mais la vieille ouvre sa tabatière. « Une prise, mon rouquin? Pourquoi te fâches-tu? Il y a des femmes avocates. Il peut bien y avoir des placeuses. » Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre qui portera sur les vertus civiques.